tu penses qu'aujourd'hui, en 2025, tout le monde devrait avoir du Bitcoin? Tous ceux qui ont assez d'argent pour pouvoir épargner un petit peu tous les mois, je pense que eux devraient en avoir un petit peu. C'est quand même un actif qui peut avoir des performances très supérieures au monde action. Au démarrage, quand ça a été lancé, c'était juste une expérimentation dans un garage en se disant on a une super théorie, mais en fait on est 10 à l'utiliser. Aujourd'hui, c'est un système qui est utilisé par plusieurs centaines de millions de personnes, relativement unique dans l'histoire. On n'a jamais créé une monnaie comme ça, où finalement ceux qui l'adoptent, c'est les utilisateurs qui sont eux-mêmes les garants du système. La première transaction, il me semble que c'était une pizza À pour 10 000 bitcoins. 10 000 bitcoins, et donc aujourd'hui, il doit bien le regretter sa pizza. Aujourd'hui, un bitcoin est à 100 000 $. Est-ce que maintenant, c'est possible en fait de faire x10 encore, d'arriver à $1 million? Est-ce que ne pas avoir de Bitcoin aujourd'hui, ce n'est pas un peu comme refuser d'utiliser Internet au début des années 2000? En 2025, on compte un peu plus de 500 millions de personnes dans le monde qui détiennent des crypto-monnaies. Pourtant, c'est un domaine qui est encore très méconnu et très mécompris par beaucoup. Alors le but aujourd'hui, c'est vraiment de vulgariser cet univers, comprendre comment l'univers des crypto-monnaies fonctionne et comprendre comment en tant qu'investisseur on peut investir efficacement en évitant les erreurs coûteuses dans cet univers qui est encore très mystérieux pour beaucoup. Et pour parler de ce sujet, qui de mieux qu'un expert de la finance et de l'univers des crypto-monnaies? J'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Ifra. Bienvenue. Merci, bonjour. C'est un plaisir de t'accueillir ici. Donc Stéphane, c'est très intéressant cet échange parce que tu as vraiment une vision d'ensemble. C'est-à-dire que tu n'es pas que un spécialiste des crypto-monnaies, tu as aussi une expertise avant dans le monde de la finance traditionnelle. Donc pour donner un peu de contexte sur qui tu es, donc aujourd'hui tu travailles au sein de la plateforme française CoinHouse, donc d'investissement en crypto-monnaie, qui a été cofondée notamment par Éric Larchevêque et Nicolas Louvet. Mais avant ça, tu as eu une expérience de 20 ans dans la finance traditionnelle. Tu as travaillé pour des grands noms comme Natixis, BNP, EY. Puis ensuite, tu es parti dans l'univers des crypto-monnaies. Peut-être qu'on pourra voir rapidement aussi pourquoi. Tu as d'abord fondé un fonds d'investissement donc de trading quantitatif dans l'univers des crypto-monnaies. Et ensuite, tu as rejoint CoinHouse avec donc l'objectif ambitieux d'en faire une banque européenne sur les crypto-monnaies. Est-ce que, juste pour commencer, parce que je trouve ça intéressant, tu peux nous dire pourquoi ce passage de la finance traditionnelle à l'univers des crypto-monnaies? Alors c'est simple, c'est quand j'étais chez EY, j'ai rencontré des gens qui étaient senior managers comme moi et qui étaient passionnés de blockchain et qui, eux, voyaient ça comme on va dire, quelque chose qui avait beaucoup d'avenir. On était à ce moment-là en 2016, donc c'était relativement tôt finalement dans le marché. Et ils ont planté une petite graine chez moi. Et au démarrage, quand on a monté l'aventure Napoléon, c'était pas tellement pour faire du trading quantitatif en crypto, c'était plutôt pour offrir des solutions quantitatives dans le monde financier traditionnel. Et nos premiers clients ont été dans cette veine-là. Ensuite seulement, un des cofondateurs quelque part nous a dit il y avait un phénomène qui se passait à ce moment-là. Il y avait le phénomène des ICO, donc de la levée de fonds en crypto. Et on s'est posé la question comment adapter notre start-up au monde crypto. Et on a très rapidement trouvé des solutions quantitatives adaptables et qui fonctionnaient pour le monde crypto. Et voilà, après de fil en aiguille, on a monté le projet Napoléon, qu'on a ensuite plus tard revendu à CoinShares. Et c'est après que je suis parti chez CoinHouse. Pour continuer l'aventure et pouvoir toucher aussi un public beaucoup plus large en étant vraiment une banque potentiellement à l'avenir, quoi. Alors, effectivement, pour faire quelque chose de très différent, là, pour le coup, chez CoinHouse, on ne fait pas de solution quantitative. On pourrait en faire, mais ce n'est pas tellement la proposition de valeur. On est beaucoup plus là pour finalement accompagner les gens dans une forme d'offre qui pourrait s'apparenter à une offre bancaire. C'est-à-dire que les gens, ils ont un compte chez nous. Ils peuvent acheter des devises, qui ici se trouvent être des cryptos. Ils peuvent placer ces devises dans des produits d'investissement, comme vous pourriez avoir accès dans une banque traditionnelle. Et on a également un compte euro qui facilite le passage crypto, on va dire, au monde fiat. Voilà. Et donc, l'idée, c'est de développer tout un tas de produits financiers issus de la banque traditionnelle, très spécifique ou plutôt très adapté au monde crypto. Typiquement, on va faire de la custody. Donc la custody, c'est les banques dépositaires qui existent dans le monde traditionnel financier. Simplement, ce n'est pas la même chose. On ne garde pas les fonds de la même manière. Il y a une technologie dans la partie crypto. C'est très différent dans la partie financière traditionnelle. Pour autant, les deux fonctions ont une utilité, c'est-à-dire garder les fonds de manière sécurisée pour les clients. Super intéressant de vouloir en fait implémenter un peu tout ce qu'on trouve dans le domaine de la finance traditionnelle et dans l'univers crypto par la suite. Pour commencer, en rentrant un peu dans cet univers des cryptos,
il y avait une question que je voulais te poser. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, en 2025, au moment où on enregistre cette vidéo, tout le monde devrait avoir du Bitcoin? Tout le monde, je ne sais pas. Tous ceux qui épargnent et qui ont assez d'argent pour pouvoir épargner un petit peu tous les mois, je pense qu'eux devraient en avoir un petit bout. Après, le combien, chez CoinHouse, on préconise entre 5 et 10% du montant qu'on peut investir. C'est-à-dire que typiquement, le prix de la maison ne rentre pas dans ce patrimoine investissable. Pour la plupart des gens, le premier investissement qu'ils font, c'est l'immobilier, là où ils habitent. Et donc ça le 5 à 10% ne prend pas en compte ce montant-là. Mais tout ce qui est épargne disponible, parce que les gens, on va dire, gagnent un petit peu plus que ce qu'ils dépensent tous les mois, et potentiellement, ils n'ont pas des dépenses, où ils ne vont pas faire en sorte de ne plus avoir d'argent à la fin du mois. Et donc voilà, toute cette épargne, finalement, elle doit être placée sur des actifs un peu diversifiés. La première chose auquel les gens pensent quand on pense actifs risqués, c'est plutôt le monde des actions. Maintenant, il y a d'autres actifs risqués aussi intéressants, voire plus intéressants que les actions. Après, c'est une question de combien on en met. Ouais. Et là, pour le coup, ça dépend de l'actif, ça dépend de sa volatilité, ça dépend de son espérance de rendement. Et ça dépend aussi un petit peu de la corrélation avec les autres actifs. Voilà. Après, on rentre dans la théorie de la construction de portefeuille. Pour la plupart des gens, c'est quelque chose qui est trop compliqué d'un point de vue théorique. Ouais. C'est plutôt dire on ne met pas tous ses œufs dans le même panier, on diversifie. Voilà. Ça fait partie de la diversification qu'il faut avoir. Aujourd'hui, avoir 5 à 10% de son épargne disponible dans les cryptos, c'est quelque chose qui peut booster énormément le rendement parce que c'est quand même un actif qui peut avoir des performances très supérieures au monde d'actions. C'est aussi un actif qui peut perdre beaucoup d'argent et c'est pour ça qu'on dit n'en mettez pas trop parce que si on perd 50% de 5%, ça fait que 2,5% de perte sur son portefeuille. C'est jamais agréable, mais ça ne remet pas en cause le portefeuille en lui-même et potentiellement d'autres lignes vont peut-être gagner de l'argent. Il y aura des phénomènes de compensation. Inversement, si les 5% deviennent, si le Bitcoin fait x2, vous pouvez passer de 5 à 10%, vous allez gagner 5%. 5% de rendement sur un portefeuille, indépendamment de ce que fait le reste de votre portefeuille, c'est pas mal. Voilà. La plupart des gens n'ont pas besoin de faire x2, x3 sur leur portefeuille. Évidemment que s'ils le faisaient, ils seraient hyper contents. On va dire un investisseur lambda, un peu bon père de famille, son objectif de performance, c'est peut-être entre 5 et 15%. Déjà très bien. Ce qui est déjà très bien, ce qui permet de lutter contre l'inflation. Ouais. Voilà. Et donc, dedans, d'avoir un petit tilt sur les cryptos, qui est un actif très risqué, donc ça veut dire qu'on en met moins, mais qui peut être aussi un actif qui peut booster la performance du portefeuille. C'est quelque chose qui, en théorie, théorie des portefeuilles, est plutôt quelque chose de très intéressant. Je m'expose à une classe d'actifs qui est décorrélée de l'immobilier, des actions, etc., qui est nouvelle, qui a potentiellement plus de potentiel d'innovation aussi sur ce qu'il peut y avoir derrière, qui peut amener plus de volatilité, mais aussi plus de rendement pour dynamiser le portefeuille, quoi. Exactement. Et pour partir vraiment des bases, pour ceux qui nous regardent et nous écoutent, est-ce que si je te lance le défi d'essayer d'expliquer le plus simplement, comme tu pourrais l'expliquer à un adolescent, c'est quoi le Bitcoin et c'est quoi la blockchain, puisque c'est sur ça aussi que repose le Bitcoin, tu t'en serais capable pour que vraiment on puisse poser les bases de comment ça fonctionne et dans quoi on investit au final. C'est quoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent les crypto-monnaies, ça n'existe pas, c'est virtuel. Par exemple, si on demande la plupart d'entre nous à nos parents, ils vont nous dire c'est des trucs qui n'existent pas, c'est virtuel et c'est que des chiffres qui bougent. Et c'est quoi en fait derrière le Bitcoin et la blockchain? Alors, de manière très technique, pour commencer, et puis après on va essayer d'édulcorer et puis de voir à quoi ça peut servir. La blockchain, c'est un registre, donc on va dire quelque part une base de données, dans lequel on va enregistrer. Qu'est-ce qu'on va enregistrer? Des soldes. Donc, c'est combien chaque adresse détient en termes de Bitcoin. Et ensuite, des transactions. Qui a transféré finalement combien de Bitcoin à quelle adresse? Voilà. La blockchain, c'est ça. C'est un registre. Alors, ce registre-là, il n'est pas complètement fait n'importe comment. Déjà, tout le monde a accès à ce même registre. Donc, c'est comme si on disait chez BNP Paribas, tous les clients BNP Paribas ont accès au solde de tout le monde et voient toutes les transactions qui se font. Ça ne veut pas dire qu'ils sont capables de générer des transactions, ça veut dire qu'ils sont capables d'observer toutes les transactions qui ont lieu. Donc il y a une transparence totale. Donc il y a une transparence totale. Donc en ce sens-là, c'est beaucoup mieux que du cash. Parce que le cash, finalement, quand on fait des paiements, on ne sait pas qui a payé à qui, combien. À la limite, on n'est pas en train de parler de quels services ont été achetés, mais on ne sait même pas qui a payé à qui et combien. Sur la blockchain, tout ça, c'est complètement transparent. Donc ça, c'est une vraie révolution
C'est une vraie révolution. Ensuite, à quoi ça sert? Effectivement, ça permet d'avoir un système de paiement, de stockage de valeur, qui est complètement transparent, où la création de monnaie est contrôlée, puisque sur Bitcoin, il n'y aura pas plus de 21 millions de Bitcoins créés dans l'ensemble de la vie du Bitcoin. Et les derniers Bitcoins seront créés en 2140, si je ne dis pas de bêtises, donc dans relativement longtemps, avec un phénomène de création monétaire qui est connu à l'avance. Et la monnaie, elle est créée et elle est versée à ceux qui sécurisent le système. C'est-à-dire que ce n'est pas de la création ex nihilo en disant « tenez, je distribue des billets ». Ceux qui récupèrent les nouveaux bitcoins, c'est ceux qui participent à la sécurisation du système. Qu'on appelle les mineurs. Donc c'est comme si vous aviez un système finalement beaucoup plus vertueux où ceux qui garantissent le système, finalement, c'est les utilisateurs du système, de manière complètement transparente, où vous pouvez transférer de l'argent d'un point A à un point B ou d'un portefeuille A à un portefeuille B sans barrière, avec des coûts très réduits, puisque le coût de transaction, c'est de l'ordre de quelques euros. Il y a des blockchains où c'est même beaucoup moins cher que ça, de manière quasi instantanée. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans interruption. Voilà. Donc, quelque part, si on prend la blockchain Bitcoin, c'est un système de paiement qui permet aussi le stockage de la valeur. Et le stockage de la valeur, pourquoi? C'est parce qu'on a capé le nombre de bitcoins qui vont être en circulation durant toute la vie du bitcoin. Et donc ça, c'est quelque chose de relativement unique. Donc au démarrage, quand ça a été lancé, c'était juste une expérimentation dans un garage en se disant on a une super théorie, mais en fait, on est 10 à l'utiliser. Aujourd'hui, comme tu le rappelais tout à l'heure, c'est un système qui est utilisé par plusieurs dizaines, plusieurs centaines de millions de personnes. Et donc, quelque part, il y a une forme de croyance, de confiance qui est donnée dans le système, qui vient de la construction du système, le fait que ça soit garanti par les mineurs, avec un processus économique qui fait qu'ils n'ont aucun incentive à tricher. Et donc ça, c'est une expérience qui est relativement unique dans l'histoire. On n'a jamais fait créer une monnaie comme ça, où finalement, ceux qui l'adoptent, c'est les utilisateurs qui sont eux-mêmes les garants du système. Donc il y a quelque chose de très très vertueux à la base en fait de la création du Bitcoin. Donc ça, c'est sur le Bitcoin. Maintenant, il y a d'autres blockchains qui sont aussi des registres, mais qui aussi ont intégré des fonctionnalités additionnelles. Je pense là à la chaîne Ethereum, qui permet de faire travailler des petits programmes informatiques qui, en fonction du résultat, vont pouvoir éventuellement déclencher un paiement, ce qu'on appelle les smart contracts. Donc là, on introduit également une forme d'automatisation en fonction de certains critères. Et donc là, on va un peu au-delà de ce que propose Bitcoin, qui est juste de l'échange de valeur et du stockage quand on décide de ne pas renvoyer, de ne pas vendre ces Bitcoins. Donc on a vraiment d'un côté Bitcoin qui est aussi créé un système de monnaie décentralisé, transparent, qui appartient un peu au peuple, qui est géré, autogénéré. Et de l'autre, les autres blockchains, c'est aussi des outils plus technologiques, plus que de paiement. Exactement. Alors, il y a d'autres blockchains, je pense à Litecoin ou Doge, qui sont finalement presque des duplications de Bitcoin. Okay. Et il y en a d'autres qui, effectivement, ont introduit un facteur différenciant parce qu'ils se sont dit, si on réinvente la même chose qui existe, pourquoi les gens iraient sur notre blockchain plutôt que la blockchain initiale? Et on voit bien d'ailleurs que les blockchains, on va dire, qui font du transfert de valeur et du stockage de valeur, il n'y en a pas beaucoup qui existent par rapport à Bitcoin. Ouais. Voilà. Donc, il a fallu que les gens ou que les blockchains se différencient. Au démarrage, c'était Ethereum qui a introduit la notion de smart contract. Ensuite, il y a d'autres blockchains qui sont arrivés en disant, alors, la notion de smart contract est hyper intéressante, on va la garder. Par contre, on va accélérer le nombre de transactions, réduire les coûts. On peut penser à un Sol. Voilà. Donc, en fait, chacun ou chaque blockchain ensuite essaye de trouver son credo de marché. Et donc charge au projet trouver des applications. C'est-à-dire que créer un outil technologique en soi, c'est très sympa. Si personne l'utilise, ça mène pas très loin. Voilà. Donc toute la difficulté de ces projets-là, c'est de trouver des gens qui vont utiliser leur techno pour développer des business, comme au démarrage, quand il y a eu Internet. Au démarrage, c'était un super outil techno.
tant qu'il n'y avait pas de contenu, qu'il n'y avait pas d'acheteurs, il n'y avait pas de trafic, ça aurait pu, on va dire, mourir de sa belle mort. Hmm. Il s'est trouvé que des entrepreneurs se sont dit, tiens, on arrive à trouver du financement si on monte un truc. Tiens, avec cette technologie, je peux trouver telle ou telle idée pour créer tel ou tel business. Et puis, la techno, quand il y a plus d'utilisateurs, elle gagne plus d'argent, donc elle peut mettre un peu plus de puissance de calcul, un peu plus de bande passante. Et donc, forcément, au début, il n'y avait pas de vidéo, maintenant, il y a de la vidéo. Voilà. Donc après, il y a un effet vertueux à partir du moment où la mayonnaise est en train de prendre. La techno rencontre l'offre grand public ou la demande grand public. Et là, il y a une sorte de, on va dire, de mayonnaise qui est en train de prendre et Internet a émergé. On espère que quelque part, la crypto va suivre un peu un chemin similaire. Et encore une fois, c'est un gros pari technologique. Peut-être que ça n'arrivera pas. Peut-être que ce sera beaucoup plus limité. Peut-être qu'il n'y aura que Bitcoin qui va finir par exister. Les autres, on n'aura pas réussi à montrer l'intérêt finalement de rajouter des petites add-ons techno. Ça, on ne sait pas. Mais voilà, le pari, il est que cette classe d'actifs, cette technologie va émerger, va trouver des applications. Et du coup, une fois qu'il y a des applications, il faut bien acheter la crypto correspondant à la blockchain si on veut l'utiliser. Et qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'un actif comme le Bitcoin a autant de valeur? Au moment où on enregistre cette vidéo, ça vaut autour de 100 000 $, qui est quand même très conséquent. Est-ce que c'est le fait, comme tu as dit, qu'il en existe 21 millions et qu'il n'en existera jamais un de plus? C'est ce système de rareté qui donne la valeur au Bitcoin? Alors, il y a plusieurs modèles de valorisation du Bitcoin. Il y en a un que pas mal de gens regardent et qui fit assez bien dans le temps avec le prix historique du Bitcoin, qui est le stock to flow. En gros, c'est le rapport entre le nombre de Bitcoin qui existent et la création monétaire en Bitcoin. Il suffit juste de diviser l'un par l'autre, ça donne un ratio. Comme dans le temps, la création monétaire en Bitcoin, elle évolue du fait du phénomène de halving, donc tous les 4 ans, en gros, on verse 2 fois moins, on divise par 2 plutôt ce qui était versé aux mineurs, justement pour tendre vers 21 millions sans dépasser 21 millions. Donc après, ça, c'est une petite fonction mathématique. Je te passe les calculs. Mais globalement, ça, c'est un modèle qui, si on fait du fit statistique entre le prix historique et ce que donne le modèle, en fait, on a quelque chose qui a une très, très, très belle corrélation et presque très étonnant vu la volatilité du Bitcoin. En tout cas, de manière très macro, on voit quelque chose qui suit bien ces vagues-là. Et ce truc-là, on va dire tous les 4 ans, en gros, alors pas au moment du halving, il y a un petit décalage, mais globalement, il y a un décalage de 6 mois où là, les prix accélèrent jusqu'à topper à peu près 18 mois après le halving. Voilà. Et depuis le lancement, et ça ne veut pas dire que c'est une règle absolue gravée dans le marbre, mais en tout cas, depuis le lancement, on a constaté une hausse régulière du Bitcoin liée à ce phénomène de halving, de moins en moins importante parce que c'est de plus en plus... Non, c'est anticipé surtout, mais un marché qui au début pesait quelques millions, c'est facile de le faire doubler, tripler ou voire faire x10. Un marché qui aujourd'hui pèse plus d'1 trilliard, faire x10, ça devient compliqué. Faire x100, ça devient presque impossible parce que ça devrait dire que c'est peut-être le plus gros marché au monde. Voilà. Donc, à un moment donné, il y a une sorte de limite naturelle. Voilà. Donc ça, c'est quelque part lié au phénomène de rareté. Il y a un modèle qui d'ailleurs est plutôt issu du monde des métaux précieux, quelque chose qui aide notamment à regarder et à calculer le prix de l'or et d'essayer de trouver un modèle économique qui donne le prix à peu près objectif de l'or. Donc c'est toujours très compliqué de mettre un modèle et de dire c'est ce modèle-là qui fit exactement le prix de cet actif, sauf sur de l'obligataire où vous avez le prix de vos coupons, vous avez le taux d'actualisation, là ça permet de calculer le prix de l'obligation, mais c'est très très rare d'avoir ce genre de cash flow. Là, on est sur un actif où il n'y a pas de cash flow. Voilà, où il y a ce modèle-là, il y a d'autres modèles basés à partir de la rentabilité des mineurs. Ils ont des coûts, on se dit, voilà, ils veulent gagner 30, 40, 50% de marge par rapport à leurs coûts qui évoluent dans le temps avec la complexité du calcul, le coût des machines, le coût de l'électricité. Ça peut donner un prix. Voilà. Il y a plein de modèles, on va dire, qui permettent d'avoir un prix sur le Bitcoin. Il se trouve que depuis le lancement, on est plutôt sur un phénomène d'adoption, on va dire, massif par rapport à d'où on est parti. Tant qu'on est sur cette dynamique-là, il y a plus de demandes que d'offres.
depuis 1 an et demi maintenant, on a également les institutionnels qui ont investi dans ce marché avec l'émergence des ETF spot qui ont collecté presque 20 milliards, si je ne dis pas de bêtises, peut-être même un peu plus. En tout cas, c'est un montant phénoménal de la part des investisseurs institutionnels qui sont arrivés sur le marché et qui n'en sont plutôt qu'au début, plutôt qu'à la fin. Ouais. Voilà. Donc il y a beaucoup de phénomènes qui font que aujourd'hui, le Bitcoin est plutôt dans un trend haussier. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des chutes régulières de plusieurs dizaines de pourcents. Ce n'est pas un actif, entre guillemets, qui marche en ligne droite. Mais globalement, on a une grande tendance de fond qui est plutôt positive. Et c'est là, comme tu l'as dit, que Bitcoin se distingue vraiment en fait, des monnaies traditionnelles comme l'euro, le dollar, etc. C'est que l'euro, le dollar, les gouvernements peuvent en créer tant qu'ils veulent. Et au final, vu qu'ils créent de la monnaie, ça crée de l'inflation. La monnaie perd en valeur. Alors que le Bitcoin, dès le début, on est parti sur le principe qu'il y en aura 21 millions, jamais un de plus. La quantité qu'on émet, elle est fixe. Et tous les 4 ans, de ce que tu fais avec le halving, du coup, cette quantité qui est émise sur le marché, elle est divisée par 2. Ce qui fait qu'il y en a de moins en moins et que ça a de plus en plus aussi de rareté, que c'est une monnaie déflationniste. Elle ne perd pas de son pouvoir d'achat. Et c'est ça, du coup, qui explique que, en fait, on est passé de. Il y avait une anecdote, toujours, on dit que, je crois, dans les premiers bitcoins, il y avait des personnes qui payaient la première transaction, il me semble que c'était une pizza. Pour, 10 000 bitcoins. 10 000 bitcoins, donc aujourd'hui, il doit bien le regretter sa pizza. Aujourd'hui, un bitcoin est à 100 000 $. Mais comme tu l'as dit, le marché grossit de plus en plus. Et du coup, c'était facile de faire x2 au début. Est-ce que maintenant, quand on est à un prix de 100 000 $, c'est possible en fait de faire x10 encore, d'arriver à $1 million? Est-ce qu'après, c'est pas une capitalisation beaucoup trop hausse? Alors, x10, on y arrivera peut-être, mais là, pour le coup, ça prendra des années et des années. Je peux me tromper, hein, bien sûr, mais je pense que là, ça sera beaucoup plus compliqué de faire un x10 maintenant qu'un x10 depuis 10 000 $. Quand tu dis déflationniste, je pense que c'est plutôt on reste encore dans de l'inflationniste en termes de monnaie. Pourquoi? Parce qu'on crée de la monnaie. Okay. Par contre, on connaît à l'avance le rythme de création monétaire. Et encore une fois, l'argent n'est pas créé sans but, il est créé pour rémunérer des gens qui sécurisent le système. Là où effectivement, dans le monde financier traditionnel, les euros ou les dollars qui sont créés par les banques centrales, notamment depuis 2009, depuis la grosse crise qu'on a connue suite au subprime, cet argent a été créé pour racheter des dettes douteuses. Alors, ça a sauvé le système, très bien. On ne sait pas quel est le vrai coût pour les sociétés qu'il y aura au final, parce que finalement, ces dettes-là, il va certainement les rembourser d'une manière ou d'une autre. Quelque part, c'est le citoyen, on va dire européen ou américain, qui contre-garantit finalement ce que font les banques centrales, que in fine, on garantit le système avec nos impôts. Et finalement, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui ont pu jouer avec le feu, je dis conditionnel, parce que je ne sais pas, sans être élus, sans contrepartie, en ayant finalement le soutien, sans qu'ils le sachent, du citoyen standard, on va dire lambda, des États dans lesquels ça a été fait. Voilà. C'est très différent finalement du système crypto, et ça a été d'ailleurs le Bitcoin a été lancé en 2009, et c'est pas un hasard que ça a été lancé à ce moment-là. Justement, c'était une forme de réaction par rapport à ce qu'on voyait, qui était fait, qui n'était pas très orthodoxe, qui était peut-être nécessaire. Encore une fois, c'était peut-être mieux que le chaos qui se serait abattu si on avait laissé le système s'effondrer. Mais voilà, faut quand même avoir ça en tête. C'est pas complètement anodin, cette création. Et on dit souvent qu'il y a le Bitcoin et du coup tous les autres cryptos, comme tu l'as dit, parce que le Bitcoin, il y a vraiment cet effet paiement, réserve de valeur, etc., même s'il y en a d'autres qui ont essayé de le dupliquer. Tu dirais qu'on en est où, à quel stade de maturité sur ce marché, si on prend Bitcoin d'un côté et les autres cryptos? Est-ce que Bitcoin, on est déjà à un marché très mature, qui maintenant va évoluer de plus en plus doucement et qui sera de plus en moins volatile en fait? Et est-ce que pour les autres cryptos, où c'est qu'on en est? Est-ce qu'on en est au début, ou est-ce que c'est déjà un marché où beaucoup de monde est rentré, comme tu as dit, il y a déjà les institutionnels, etc. À quel stade on en est un peu par rapport, par exemple, si on compare à Internet? Alors, je dirais que sur Bitcoin, on est évidemment plus avancé. Pour autant, les investisseurs institutionnels, ils ne sont pas sur ce marché depuis très longtemps. Si on se dit, à terme, ils devraient avoir en moyenne les 5%, je ne sais pas si c'est 5% de bon chiffre, parce que si on passe de 2,5 à 5%, il y a un x2 qui se balade.
mais je pense qu'ils sont très très loin aujourd'hui d'être déjà à 1% de leur exposition en moyenne au Bitcoin. Clairement, l'exposition devrait être entre 2 et 5%, pas beaucoup plus pour un instit. Je pense qu'il y a encore pas mal de place pour faire rentrer des flux sur ce marché-là. Voilà. Donc là, je pense que Bitcoin, on est certes beaucoup plus avancé, mais on est encore au balbutiement on va dire, de la présence des institutionnels sur ce marché-là. Sur les autres cryptos, comme je le disais tout à l'heure, c'est surtout une affaire de technologie et de savoir si la technologie va trouver un marché et va servir à quelque chose. Et ça, pour le coup, c'est plus dans les mains d'entrepreneurs qui vont se dire « Tiens, j'ai un super outil, ça me donne des idées pour monter tel et tel business. » Et puis à un moment donné, je rencontre un marché, je rencontre une demande et des clients. Et du coup, la mayonnaise prend et du coup, on utilise la blockchain qui a été utilisée comme outil techno dans l'offre de l'entrepreneur. Et du coup, on achète la crypto pour la faire fonctionner. Et donc, ça donne de la valeur à la crypto. Là-dessus, je dirais qu'on est plutôt au démarrage. On a des outils qui sont de plus en plus performants. On voit avec Ethereum qu'il y a régulièrement, on va dire, des améliorations sur l'outil en lui-même. Il y a encore eu, il n'y a pas très longtemps, le hard fork Pectra qui a permis des avancées dans la blockchain Ethereum. Régulièrement, tous les 6 mois, 1 an, 2 ans, on voit des nouvelles évolutions. L'idée qu'ils ont, encore une fois, c'est la scalabilité, c'est la réduction des coûts, c'est le fait que ce soit de plus en plus souple en termes de mode opératoire. Mais ça, c'est des gens qui travaillent sur l'outil. Après, ce qui manque encore un tout petit peu, c'est des gens qui travaillent sur à quoi va pouvoir servir l'outil. Il y a eu pour moi une très belle application en 2021 qui était la DeFi, qui était la finance décentralisée, où là, finalement, on a utilisé la notion de smart contract et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Et en fait, on a répliqué un certain nombre de produits qui existaient dans le monde de la finance traditionnelle, que ce soit des plateformes d'échange où on peut acheter et vendre, donc, comme sur typiquement Uniswap, ou des plateformes de placement, donc typiquement Aave, où ça permet de placer ses sous, d'avoir un rendement pour ceux qui placent, d'autres de pouvoir emprunter, qui rémunèrent d'ailleurs ceux qui ont placé leur argent, tout ça de manière complètement automatisée. Ça a été une vraie révolution en 2021. Il y a quelques petits déboires ensuite en 2022-2023, mais rien de dramatique. Et la DeFi existe toujours, avec toujours des projets qui ont bien traversé le temps, qui sont de plus en plus robustes. Maintenant, ce qui manque un peu, c'est peut-être d'autres applications, peut-être un peu plus grand public, qui vont faire en sorte que les outils qui ont été créés prennent une ampleur de plus en plus importante. Et ça, pour le coup, quand on a eu Internet, je ne sais pas si... Non, tu n'étais pas là, toi, en 2000. 2000 malheureusement. Moi, j'étais là en 2000 et au démarrage, on se posait tous la question de à quoi servait Internet. Alors, on voyait des cours de bourse qui montaient, on voyait des super PowerPoint sur des projets, mais ça restait des PowerPoint et on ne voyait pas du tout concrètement ce que ça allait changer dans nos vies. Aujourd'hui, on va dire 20 ans plus tard, on n'imagine pas la vie sans Internet. Voilà. Donc, quelque part, il faut vraiment avoir cette capacité de projection pour se dire, dans 10 ans, dans 20 ans, est-ce que ce secteur-là aura émergé et aura trouvé des super idées qui vont faire que les entreprises qui ont monté ces blockchains-là, alors ce n'est pas les entreprises, mais les blockchains ou les cryptos associés à ces blockchains-là auront beaucoup de valeur. On pourrait imaginer tout ce qui est Internet des objets, parce que finalement, dans Internet des objets, il y a cette notion de paiement, il y a cette notion d'Internet, il y a cette notion de digitalisation. Et là, clairement, les smart contracts ont tout leur rôle à jouer sur... quelque part, j'ai un device qui enregistre quelque chose. En fonction de ce quelque chose, il peut se passer quelque chose qui peut déclencher un paiement. Ça, c'est typiquement dans le cadre d'application de la blockchain. Voilà. Donc, c'est facile de se dire... Il y a des projets qui vont pouvoir avoir une grosse valeur dans 10 ans, dans 20 ans. Aujourd'hui, ça manque juste un petit peu de concret, de savoir exactement, mais je veux juste voir un truc. Voilà. À part la DeFi, moi, j'ai pas vu tant de choses que ça. Ça manque un tout petit peu dans ce cycle. Et d'ailleurs, on a vu que
que les cryptos autres que Bitcoin avaient un peu plus de mal dans ce cycle haussier dans lequel on se trouve. Et je pense que ça manque voilà, ça vient un petit peu du manque d'innovation. Et puis aussi un peu de la concurrence de l'intelligence artificielle, où du jour au lendemain, on a vu un outil qui n'existe. 6 mois, ChatGPT, je pense qu'il y a très peu de gens qui connaissaient réellement. 6 mois après, presque tout le monde l'utilise pour tout un tas d'applications. Tellement simple d'application, c'est tellement naturel qu'on l'adopte tout de suite. Voilà. Donc eux, c'est simple, leur business model, ça va être quelque part de la location du temps de calcul qui est derrière en fait l'outil d'intelligence artificielle. Voilà. Pour la partie crypto, on sent que ce truc-là, il y a du potentiel, mais c'est beaucoup plus loin dans le temps. Et c'est vrai que les humains, on est très mauvais pour prédire le futur. Tu disais pour Internet, etc. Et il y avait beaucoup de personnes qui essaient de prédire les années 2000, 2020 et qui imaginaient les voitures volantes et tout. Et au final, pas du tout. Donc, on ne sait pas trop. Et en fait, là, de ce que tu dis, on distingue vraiment du coup Bitcoin des autres. Où Bitcoin, on a quand même déjà une forme d'adoption avec des Ouais. institutions, etc. Et de l'autre côté, c'est un peu comme investir dans des technologies, des startups un peu. Donc, c'est quand même plus risqué. Je prends plus un pari, là où Bitcoin, ça a quand même plus à fonction de réserve de valeur déjà. Effectivement, je pense que le cas d'usage de Bitcoin, tout le monde le comprend et on n'en a pas besoin d'avoir 50 qui font la même chose. Un seul finalement suffit. Et si c'est sur celui-là que cristallisent tous les intérêts, ben ça sera celui-là qui va émerger. En fait, tout à l'heure, je voulais rebondir sur la notion de monnaie. En fait, la monnaie, pourquoi une monnaie a une valeur, c'est une question de croyance. C'est-à-dire que si tout le monde croit que tel objet ou telle monnaie a une valeur, alors la valeur, elle est là. Si on commence à avoir de la défiance vis-à-vis d'une monnaie ou vis-à-vis de certaines entreprises ou certains objets, et ben en fait, on arrête d'avoir confiance et il n'y a plus de valeur. Voilà. Donc il y a une notion de croyance quelque part. Je pense que le fait d'avoir un système ultra sécurisé sur Bitcoin et d'avoir une création monétaire capée dans le temps contribue finalement à la confiance qu'on donne à cet actif. Est-ce qu'il y a... Là, tu as parlé de la finance, donc la finance décentralisée. Est-ce qu'il y a des secteurs très concrètement qu'aujourd'hui, on pourrait se dire que ça peut être révolutionné par les technologies dans le monde de la crypto-monnaie et sur lequel, du coup, en tant qu'investisseur, ça peut être intéressant de creuser ces projets-là Moi, j'ai un cas que j'aime bien qui est typiquement l'assurance. Okay. On peut imaginer typiquement qu'on a une voiture avec tout un tas de capteurs et qui finalement mesure si on grille des feux rouges, on a des excès de vitesse, on grille une priorité à droite, voilà, avec des capteurs, qui n'est pas relié à la police. Donc le but n'est pas n'est pas de fliquer les gens, mais qui est relié plutôt à votre montant de prime d'assurance que vous payez. Ouf. Et finalement, si vous êtes bon conducteur, bah, vous n'avez aucune raison d'être contre ce genre de choses. Et en contrepartie, à chaque fois qu'on constatera, et c'est pour ça que je parlais d'Internet des objets, à chaque fois qu'on va constater qu'il n'y a pas d'infraction, eh ben, vous avez une sorte de... C'est votre bonus qui augmente. Et du coup, mécaniquement, ça va aller au-delà des accidents. Et aussi, est-ce que le conducteur est un bon conducteur, respecte tout un tas de choses. Et dans ce cas-là, quelque part, on paiera moins de primes d'assurance, ce qui est normal, puisque finalement, on est quelqu'un qui fait courir beaucoup moins de risques à la société d'assurance. Inversement, celui qui refuse, ça sera un peu louche, donc potentiellement, il aura une surcote. Et puis après, peut-être qu'on jugera, on va dire, comme à l'ancienne, s'il a des accidents ou pas. Et puis, ceux qui ont accepté, mais qui se trouvent être des mauvais conducteurs, ils auront moins de bonus ou peut-être des malus, parce que finalement, on s'aperçoit qu'ils font prendre des risques aux autres usagers de la route. Voilà. Donc là, quelque part, ça, c'est pas très compliqué à imaginer d'avoir une voiture avec des capteurs qui a certains critères. En plus, avec l'intelligence artificielle, il peut y avoir une forme d'auto-apprentissage assez simple. Et qui va mesurer, qui va vous donner un score en temps réel, alors, moyenné sur plusieurs semaines, plusieurs mois évidemment, et qui va permettre en fait d'ajuster au juste prix le montant d'assurance. Ça, c'est pas du tout inenvisageable d'avoir ce genre de choses. Ok, en utilisant du coup la technologie. Et là, pour le coup, c'est du smart contract, c'est-à-dire que vous allez avoir un if transgression de la règle, alors augmentation du prix de l'assurance. D'accord. Et ça sera automatiquement prélevé sur votre compte. Voilà. Donc là, pour le coup, on peut faire quelque chose de très, très automatisé, très digital. Donc voilà,
Ça, c'est un des cas d'usage Un des nombreux, que j'aime bien évoquer, qui n'a rien à voir avec la finance. Mm. Si l'assurance, des fois, on a l'impression que c'est en finance, mais c'est pas du tout ça quand même. Voilà. Donc là, on est sur un cas qui n'a rien à voir avec la finance. Et on a vu par exemple le gaming Alors, avec tout à fait. des jeux. Exactement. Ouais. Dans le gaming, c'est pareil. On a des personnages en fonction du nombre d'heures qu'on va passer, des skills qu'on va avoir. Ça va peut-être ouvrir un certain nombre de choses. Donc là, c'est typiquement quand on gamifie finalement, on va dire ce qu'on fait sur Internet, on peut trouver des récompenses. Et ces récompenses, elles peuvent être versées au travers des smart contracts, en fait. Ok. Donc c'est une technologie quand même qui peut être appliquée à pas mal de choses. Maintenant, il y a quand même un frein que beaucoup de gens craignent à cet univers, c'est les gouvernements, c'est la régulation. Parce que si justement Bitcoin prend de plus en plus d'ampleur aujourd'hui, comme tu l'as dit, la capitalisation augmente de plus en plus. Et si c'est une monnaie qui prend de plus en plus d'ampleur, est-ce qu'on ne pourrait pas se dire à un moment, les gouvernements vont avoir peur de perdre le contrôle au final sur la monnaie, sur comment c'est échangé, sur aussi le contrôle des transactions, etc. Et elles ne pourraient pas réglementer, réguler et encadrer tout ça, qui au final ferait un peu perdre l'intérêt de base du Bitcoin et avec la décentralisation, etc. Alors, déjà, la régulation, elle n'est pas contre le marché du Bitcoin, et au contraire, elle est pour le marché du Bitcoin parce que c'est elle qui permet aux institutionnels de rentrer sur ce marché-là et qui amène de la confiance pour l'ensemble des acteurs du marché. Donc la régulation, c'est pas même si c'est contraignant, évidemment, on ne va pas se le cacher, Ouais. c'est quand même, ça va dans le sens de la protection des utilisateurs et c'est plutôt quelque chose de positif. Ensuite, les gouvernements, je parlais tout à l'heure de la transparence de la chaîne Bitcoin quand on fait des transactions. Aujourd'hui, tout ce qui se passe en cash échappe complètement au contrôle des gouvernements. Si demain, je n'ai que des transactions sur la blockchain, toutes les transactions, 100% des transactions, sont connues de la part du gouvernement. Il peut observer l'intégralité des adresses. Est-ce que moi, je peux observer tes transactions, par exemple? Alors, tu peux observer toutes les transactions. Tu ne vas pas forcément savoir que cette adresse m'appartient ou que ces adresses m'appartiennent. Et le gouvernement non plus. Donc, le gouvernement non plus. Mais on peut très bien imaginer à un moment donné que le gouvernement impose une forme de registre en disant enregistrez vos adresses. De même que dans les déclarations fiscales, on enregistre nos comptes bancaires, que ce soit à l'étranger ou en France, il y a des déclarations qui sont automatiques. En fait, il suffit juste de pouvoir relier à l'ensemble des adresses à des personnes, physiques ou morales, physiques des individus, morales des entreprises. Donc voilà, la vraie difficulté, elle est là. C'est comment tu relis ça. Mais ça, il n'y a pas besoin d'interférer avec ce que fait le marché. Il suffit juste d'imposer à certains endroits, typiquement quand on veut faire de la conversion, des choses comme ça, typiquement, j'ai un compte chez Coinbase, chez CoinHouse, et le gouvernement va dire vous me déclarez toutes les adresses de CoinHouse, vous mettez un nom en face, les gens savent que ça va être déclaré automatiquement au fisc ou à je ne sais pas quelle autorité qui va surveiller, et quelque part, nos adresses seront whitelistées. Et il y aura un registre mondial des adresses. Ceux qui voudront passer sous le radar, l'argent sera traqué ou plutôt sera considéré comme suspect. Donc le jour où on veut en faire quelque chose, il faudra justifier de l'origine des fonds. En fait, quelque part, il y a ça. Donc ça, c'est plus transparent que l'utilisation du cash. Dernièrement, si jamais les gouvernements avaient peur, les États-Unis n'auraient pas créé une réserve de valeur en Bitcoin. Ça serait le dernier truc qu'ils auraient envie de faire. Or, ils l'ont fait. Ils l'ont d'ailleurs un peu étendu à au-delà de Bitcoin, puisqu'ils ont eu les 4 ou 5 plus gros actifs dedans. Donc, quelque part, ce n'est pas un truc qui doit faire peur au gouvernement. Au contraire, ça fera partie, à mon sens, d'une partie de leur réserve stratégique en actifs, en devises, que ce soit des devises fiat, que ce soit de l'or, éventuellement des réserves de pétrole ou de matières premières. Il y aura certainement une part des réserves qui sera en crypto, qui permet de faire du paiement international. On l'a vu en Russie. Alors c'est un peu un contournement des embargos, mais globalement, ça leur permet de vendre leur pétrole, notamment aux Chinois. Et pourquoi ils le vendent avec un paiement contre Bitcoin? Parce qu'en fait, ce n'est pas qu'il y a une défiance entre le rouble et le renminbi, c'est juste que c'est plus simple d'avoir une devise tierce
qui ne dépend pas de la partie en face qui aurait pu imprimer cet argent sorti de nulle part. Là, on utilise une devise sur laquelle on a plus de confiance. Donc là, ils ne peuvent plus utiliser le dollar, qui est on va dire la devise naturelle pour transacter en pétrole. Ils utilisent du Bitcoin. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus simple. Il n'y a pas de paiement, enfin le paiement transfrontalier, il n'y a aucune barrière. Et aujourd'hui, ils estiment qu'il y a suffisamment de visibilité sur le Bitcoin pour se dire ça vaut le coup d'échanger notre pétrole contre du Bitcoin. Parce qu'eux-mêmes, derrière, pourront faire des achats avec ces Bitcoins de produits chinois si besoin est. Voilà, ça leur évite finalement de transacter dans leur devise où il peut y avoir une forme de défiance. Il y a toujours des formes de défiance sur les devises des autres. Voilà. Donc non seulement il y a une forme de confiance des gouvernements qui se développe, et en plus il y a des cas d'usage même pour eux en fait où ils pourraient un peu mieux traquer les choses via les technologies derrière. C'est-à-dire qu'on voit très facilement le Bitcoin comme une devise de transaction internationale. Okay. Plutôt que d'utiliser le dollar, et on l'a bien vu avec la crise de la guerre tarifaire, où finalement on a vu que les États-Unis étaient capables de rentrer en guerre contre tout le monde et d'utiliser le dollar comme une sorte d'arme. Et ça plaît à personne. Le fait de pouvoir avoir un équivalent du dollar sur lequel il y aurait un peu plus de liquidité qu'on a aujourd'hui sur le Bitcoin, mais globalement, où ça fonctionnerait comme le dollar, mais où il n'y a pas un gouvernement derrière, où il n'y a personne qui peut empêcher et il n'y a personne qui va trafiquer le cours du dollar. Quelque part, je pense qu'il y a un vrai use case mondial pour tout le commerce international. Voilà. C'est le Bitcoin qui va remplir cette fonction, j'en sais rien. Ou est-ce qu'ils vont en créer une Ou est-ce qu'on va en créer une autre mais en tout cas, ça ne serait pas absurde d'avoir cette devise qui ne dépend pas d'un gouvernement, donc qui n'est pas politisée, que personne ne peut utiliser ou racketter comme les Américains le font avec le dollar, ou confisquer des biens parce que finalement, on s'aperçoit que les bons du Trésor, ils étaient déposés dans les banques américaines et du coup, quand il y a eu cet embargo contre la Russie, les Américains, ils ont juste récupéré les bons du Trésor qui étaient détenus par les Russes. Ça peut pas arriver avec l'or, et on voit bien pourquoi depuis pas mal de trimestres, l'or monte, parce que c'est l'actif le plus crédible en réserve de valeur. En réserve de valeur. C'est pas très pratique pour faire des paiements. Non, un petit lingot. Alors bon, et les louis. C'est un chouïa compliqué. Oui. Le Bitcoin, ça a l'avantage d'être une monnaie digitale. Donc ça, envoyer de l'argent d'un point A à un point B, même entre deux points de la Terre complètement éloignés, c'est hyper simple. Envoyer la palette de lingots dans un pays un peu pourri, pour être sûr d'avoir la livraison de marchandises, c'est vachement plus compliqué. Ouais. Donc voilà, donc c'est plus adapté, c'est un peu similaire en termes de fonctionnement, c'est plus volatile. Il y a quand même des limites, mais je pense qu'il y a un vrai cas d'usage là-dessus. Et donc, au contraire, je pense qu'on ne devrait pas avoir une défiance de la part des gouvernements, mais plutôt, c'est une sorte de contre-pouvoir au dollar. Et on l'a vu récemment, que les Américains, ils peuvent être très méchants avec beaucoup de gens. Et donc, c'est une forme de protection aussi, c'est presque une forme d'assurance. Si on veut s'assurer qu'on est capable de transacter dans le monde sans avoir quelqu'un qui nous met un pistolet sur la tempe, qui nous empêche de faire ce qu'on a envie de faire. Super intéressant. Si on part maintenant sur la partie investisseur, imaginons, moi par exemple, j'ai un horizon de temps long, donc c'est-à-dire que c'est vraiment de l'investissement long terme. J'ai déjà de l'épargne de précaution, j'ai déjà un peu investi en immobilier, en bourse, etc. Et par exemple, j'ai 10 000 euros. Et ces 10 000 euros, j'aimerais les investir en crypto-monnaie pour m'exposer à cette classe d'actifs. Avec 10 000 euros, ça serait quoi l'idéal ? Le mieux, ça serait que je fasse quoi ? Que je mette tout dans le Bitcoin, que je mette un peu diversifié dans d'autres cryptos comment Alors, déjà, il y a une notion de timing. On va dire on est sur un actif qui est très volatile, donc il y a des grosses fluctuations. Ça veut dire qu'il vaut mieux éviter de rentrer en une seule fois, sauf si vraiment le prix est ultra déprimé, mais ce qui n'est pas le cas en ce moment. Donc déjà, ça serait plutôt un investissement étalé dans le temps. Alors après, est-ce que c'est du coup. Donc c'est un DCA, donc est-ce que c'est 1 mois, 3 mois, 6 mois ? Je ne sais pas quelle est la bonne durée. Je dirais qu'il vaut mieux déjà étaler son montant. Aujourd'hui, le Bitcoin, c'est à peu près 60% du marché en market cap.
C'est le cas d'usage le plus simple à comprendre et où on sent qu'il y a une demande institutionnelle. Donc je dirais pour quelqu'un qui n'a pas forcément envie de passer beaucoup de temps, qui n'est pas forcément un investisseur aguerri, je dirais qu'il faut au moins avoir peut-être les 2 tiers en Bitcoin. Le tiers qui reste, si on n'a aucune expérience et qu'on ne s'intéresse pas à ce secteur-là, que ces 10 000 représentent une part très raisonnable du montant que vous avez, que l'investisseur il a à investir, ça va être compliqué de suivre des projets techno, surtout si j'en choisis aller 4-5 pour être un tout petit peu diversifié, de les suivre dans le temps et de ne pas passer trop de temps. Donc je dirais que je mettrais un bon 2 tiers en Bitcoin et ce qui me reste, potentiellement, j'aimerais bien trouver quelqu'un qui pourrait gérer ça pour moi. Donc évidemment, il faut une boîte qui a un agrément ou un enregistrement auprès de l'AMF parce que c'est quand même un gage de sérieux. Mais je dirais que je serais plus prêt je dirais que je conseillerais plutôt de déléguer cette partie qui est trop technique, sauf si vraiment c'est une passion et que la personne a vraiment envie de s'intéresser à ces technos, mais il faut qu'elle soit prête à consacrer beaucoup de temps. Or, si on dit je mets 2 tiers en Bitcoin et qu'il me reste 1 tiers sur les 10 000, c'est-à-dire qu'il reste 3 000 et quelques à investir, raisonnablement, sauf si c'est une passion perso, on ne doit pas passer trop de temps pour investir 3 000 €. Même si c'est une somme non négligeable, on ne doit pas passer trop de temps pour investir 3 000 €. Donc, il vaut mieux déléguer. Parce que c'est vrai qu'on voit que c'est un marché aussi très volatile, etc. Et il y a plein de personnes qui essayent de faire des coups sur ce marché, de trouver un peu les futures pépites. Et en fait, donc du coup, pour trouver ces futures pépites, ça demande beaucoup de temps. Ça serait quoi la méthodologie en fait si moi je voudrais trouver les technologies de demain Honnêtement, il y a tellement de projets qui existent. Aujourd'hui, il y a plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de tokens qui existent. Donc, impossible de trouver une aiguille dans une botte de foin. Donc, le truc le plus raisonnable pour un investisseur novice, c'est d'aller sur les gros projets. Donc là, pour le coup, on aura moins l'effet pépite. Il y aura peut-être un peu plus de suivi de la part d'influenceurs ou d'analystes de marché sur ces gros projets, parce qu'ils sont un peu plus visibles. Donc forcément, ils attirent un peu plus les regards. Est-ce qu'il y aura une grosse différenciation sur ces projets ? Oui, certainement. Est-ce qu'on est capable de les prédire ? À mon niveau, moi, je pense qu'il faut savoir rester relativement humble. C'est assez compliqué. On peut avoir quelques idées, on peut avoir quelques convictions. Entre la conviction qu'on peut avoir et ce qui va vraiment se passer, souvent, il y a un écart. Donc, je dirais que pour moi, c'est quand même plus simple de déléguer ça à quelqu'un dont c'est le métier, qui est censé regarder le marché tout le temps, ce que personne de raisonnable fera, surtout pour 3 000 €. Il y a un autre aspect très important quand je veux investir en crypto-monnaie, c'est la sécurité. Ça fait peur à beaucoup de monde. On a vu même des grosses plateformes comme FTX, des choses comme ça qui ont fait faillite où des utilisateurs ont perdu leur argent. Et ça, c'est un frein pour beaucoup de monde. Il y a des personnes qui disent que mon argent est en sécurité quand j'investis dans le Bitcoin ou autre. Vous, par exemple, chez CoinHouse, c'est quoi votre fonctionnement et comment vous faites pour sécuriser l'argent, tout simplement, des personnes qui investissent? Comment moi je suis sûr, si j'investis chez CoinHouse, que mon argent est en sécurité, par exemple? Alors, effectivement, FTX n'était pas régulé. Donc certes, avait un très très beau panel d'investisseurs, mais n'était pas régulé. Et ont pu du coup mettre en place de la fraude. Donc ça, se prémunir contre de la fraude, c'est un peu plus compliqué. Tout là, pour le coup, c'était sur une plateforme ultra visible. Normalement, une entreprise à peu près raisonnable qui est régulée ou enregistrés auprès de l'AMF, ils sont censés avoir un certain nombre de procédures qui sont régulièrement, alors je ne dis pas tous les jours, mais tous les X années, contrôlées par l'AMF. Et dans ce cadre-là, c'est plus compliqué, finalement, d'aller vers la fraude. C'est jamais impossible, mais c'est beaucoup plus compliqué. Ensuite, donc ça, c'est la première chose, c'est il faut aller vers une entité régulée. Ça, c'est le premier truc. C'est un gage. Ce n'est pas le seul, mais c'en est un. Ensuite, c'est comment cette entreprise conserve ses cryptos. Alors, si elle est régulée, en général, le mode de conservation, il est disclosé auprès de l'AMF
qui va valider le schéma. Mhm. Donc la manière dont c'est fait chez CoinHouse, ça doit être fait dans d'autres entreprises, mais il peut y avoir des subtilités. Nous, on a ce qu'on appelle du cold storage. Donc ça, on est issu de Ledger, hein, on est une spin-off de Ledger d'il y a très longtemps. Donc on utilise la technologie Ledger. Ledger qui sont les leaders dans la Tout à fait. sécurité. Donc en l'occurrence, on utilise le Ledger Vault pour une partie de nos fonds. Donc ceux-là, en gros, on ne peut pas y toucher, sauf avoir plusieurs personnes qui valident avec un temps de transfert. Donc c'est très compliqué d'aller nous hacker. Et on a un hot wallet qui permet de faire des transactions, puisque chez nous, les clients peuvent acheter, vendre des cryptos, les transférer sur leur adresse ou sur une adresse externe. Et donc, il faut avoir un petit volant de crypto pour pouvoir opérer sans avoir des temps de latence trop importants. Si le client il a vraiment peur, il peut aller sur des plateformes, acheter des cryptos, les rapatrier sur un compte personnel. Alors, ça peut être un MetaMask, ça peut être une petite clé Ledger, ça peut être je ne sais pas trop quoi comme autre device. S'ils font ça, ils ne sont plus en risque de contrepartie, c'est-à-dire que leur argent il n'est plus placé sur une plateforme. Par contre, c'est eux qui le conservent. Donc, c'est eux qui prennent le risque. Et en gros, je vais à ma banque, je dis je retire mes 10 000 euros, je les mets sous mon matelas. Donc, si la banque fait faillite, je m'en fous, j'ai mes 10 000 euros. C'est-à-dire que j'avais que ça à la banque. Par contre, si mon appart brûle, mes 10 000 euros, il y a des chances qu'ils brûlent. Si on vient me cambrioler et qu'on trouve l'argent sous mon matelas, j'ai plus d'argent. Donc, la contrepartie de vouloir le détenir sur une autre solution que de le laisser sur une plateforme régulée, elle comporte aussi des risques. Donc le risque, il n'est pas que la plateforme fasse défaut, c'est qu'on vienne me prendre mes fonds, ou que je perde mon device, ou que j'ai oublié la phrase qui me permet de retrouver mon device. Voilà. Donc il n'y a jamais de risque free. C'est quoi le sujet sur lequel je suis le moins à l'aise possible. On va dire que des clients standards qu'on peut avoir chez CoinHouse, c'est des gens qui ne sont pas hyper tech. Donc, contrôler eux-mêmes leur device qui leur permet d'avoir les cryptos, ils ne sont pas hyper à l'aise avec ça. Ils préfèrent faire confiance à quelqu'un. Et après, dans le faire confiance à quelqu'un, c'est là où, quelque part, il faut regarder un peu c'est quoi l'offre. Ouais. Je dirais, si on va sur Coinbase, c'est une boîte qui est aux États-Unis, qui est régulée. Il y a une certaine taille. Raisonnablement, on peut laisser son argent sur cette boîte-là. CoinHouse, on est beaucoup plus petit, régulé en France, pour un Français, ça fait du sens. Maintenant, il y a des plateformes asiatiques ou dans des îles un peu exotiques qui existent depuis très longtemps, qui ont pignon sur rue, mais finalement, on ne sait pas trop en termes de régulation ce qu'il y a derrière, qui sont les fondateurs, comment ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne depuis un certain temps, mais à part ça, on n'a pas plus de sécurité que ça. Est-ce que j'ai envie de laisser beaucoup d'argent là-dessus ? Je ne suis pas sûr. Voilà. Donc, il faut vraiment se poser plein de questions. Chez nous, en tout cas, voilà, on utilise une techno française, en l'occurrence, pour une grosse partie de nos fonds, ce qui permet d'avoir des fonds complètement sécurisés et en dehors du système. Et puis, une partie beaucoup plus faible qui permet d'autoriser nos clients à faire des transactions, puisque chez nous, on peut faire des transactions, et également de pouvoir retirer les fonds s'ils ont envie de retirer les fonds et d'être eux-mêmes responsables des fonds qu'ils ont achetés. Donc ça, c'est tout à fait possible. Ça aussi, c'est un critère de confiance quand la plateforme vous autorise à retirer les fonds. Ça veut dire qu'a priori, elle a les fonds. Donc c'est censé être un critère, entre guillemets, c'est plutôt un gage de sécurité. Il y a des gens, je pense à des gens comme Revolut qui, au démarrage, interdisaient le retrait. C'est-à-dire qu'on pouvait acheter des cryptos, mais on ne pouvait pas les retirer. Bon, après, Revolut, c'est un peu différent parce qu'à la base, c'était une banque, on va dire, plus traditionnelle. Si vous aviez ce type d'offre dans le monde pur crypto, c'est un peu bizarre, en fait. C'est un red flag. Ouais, c'est un red flag. De ne pas pouvoir retirer ses fonds, c'est un red flag. Donc déjà, pour vérifier une plateforme, je peux aller sur le site de l'AMF, je tape la liste des sociétés régulées. Si elle n'est pas dedans, c'est mauvais signe. C'est la première chose à faire, c'est effectivement aller sur le site de l'AMF. C'est public. Toutes les entreprises qui sont enregistrées ou régulées par l'AMF, elles sont enregistrées sur la plateforme de l'AMF. Ce qui veut dire que vous êtes très souvent surveillé. Et ensuite, ça c'est un point très intéressant, comme tu l'as dit. Moi, si j'achète des cryptos donc, via CoinHouse ou via une autre plateforme, je peux laisser mes cryptos sur CoinHouse, mais si je veux, je peux les récupérer coup sur un wallet. C'est un peu comme un portefeuille. Exactement. Et ensuite, j'ai un mot de passe dont je dois me souvenir pour pouvoir y accéder. Par contre, voilà, ce wallet, c'est ta responsabilité et personne d'autre. Et si jamais tu te trompes de je sais pas quoi, c'est pour toi.
Donc voilà, quelque part, des fois, c'est plus rassurant de savoir que l'argent, il est ailleurs, avec un login, un password, que c'est quelqu'un dont c'est le métier qui sécurise ces fonds-là. Mm. Voilà. Par contre, c'est comment je choisis cet intermédiaire-là pour me dire je dors à peu près sur mes deux oreilles. Mm. Et c'est vrai Et après, c'est une question de montant. C'est-à-dire que si j'ai un montant astronomique, bah, je vais peut-être choisir plusieurs plateformes au cas où. pour lisser. Pour lisser un peu, j'en aurais peut-être aussi un bout à titre perso pour me dire bon, bah, j'aurai toujours ça au cas où. Voilà. Après, si j'ai 1000 euros, non, j'en choisis une et puis ça suffit. Et c'est là qu'on a entendu beaucoup d'histoires de personnes qui avaient acheté des cryptos il y a longtemps, qui ont oublié les mots de passe et qu'ils ont Bah alors, tout qui est débloqué. Tout à l'heure, quand on avait la conversation de est-ce que c'est inflationniste, déflationniste, donc inflationniste parce qu'on crée de la monnaie, mais également il y a plein de gens qui perdent leur crypto, qui peut-être un jour s'en retrouver, mais peut-être jamais, parce que pour aller deviner on va dire la clé privée associée à une clé publique, c'est l'adresse dans laquelle tout le monde peut voir les montants, les soldes. La clé privée, c'est ce qui permet de faire bouger les fonds associés à une clé publique. L'algorithme d'encodage de cette clé privée, il est ultra compliqué. Et en gros, c'est impossible de deviner la clé privée connaissant la clé publique. Voilà. Sauf un hasard, mais complètement, on va dire, improbable. Sauf ce hasard-là, on ne peut pas trouver. Donc en gros, le jour où on perd sa clé privée, on ne peut plus faire bouger les fonds. Parce que les mots de passe, en général, c'est combien de mots il faut choisir alors, les mots de passe, je crois que sur la chaîne Ethereum ou sur la chaîne Bitcoin, on est en train de parler d'une chaîne de caractères de entre 15 et 20 caractères. Ok, ouais. Avec en gros à peu près tous les caractères possibles. Donc le nombre de combinaisons, il est juste impossible. Là, voilà. Alors peut-être qu'un jour avec l'ordinateur quantique, on y arrivera. Mais à ce jour-là, je pense qu'on changera le système clé publique et clé privée pour rendre le truc inhackable. Je pense qu'il y aura des évolutions dans le monde de la cryptographie pour faire en sorte qu'on ne puisse pas quand même voler les cryptos des autres. Ok, très clair sur la sécurité. Aujourd'hui, si par exemple je veux investir via CoinHouse, je peux faire quoi sur CoinHouse? Je peux acheter des crypto-monnaies, je peux du coup les retirer vers mon wallet et je peux faire quoi d'autre? Comment ça fonctionne? Alors, effectivement, si on vient chez CoinHouse, on peut, à partir d'euros, investir dans des cryptos qu'on peut soit conserver chez nous, soit retirer sur un wallet personnel. On peut également investir dans des produits d'investissement qui sont des produits d'allocation gérés dynamiquement par CoinHouse, qui là permet finalement de déléguer, un peu comme je parlais tout à l'heure, la gestion à des gens dont c'est le métier de regarder le marché 24 heures sur Vous avez des 24. traders, c'est ça, en crypto? En l'occurrence, oui, c'est dans mon équipe que ça se passe. Pour le coup, vu que tu as fondé avant, ok. Oui, alors, sauf que là, pour le coup, je ne le gère pas avec des modèles quantitatifs, je le gère plutôt avec une approche discrétionnaire, avec un petit comité d'investissement. Il y a également, pour des gens qui investissent dans une crypto qui vont garder longtemps, je pense à Ethereum, mais il y en a quelques-unes d'autres, ils ont également la possibilité d'avoir des rendements supplémentaires sur ces cryptos en plaçant dans un produit, ce qu'on appelle un produit de staking. En gros, ils participent à la sécurisation de la blockchain. Donc, il y a certaines blockchains qui sont en proof of stake. Et donc, au travers de ce mécanisme-là, on peut rémunérer les gens qui vont immobiliser leur crypto. Et ça, c'est des gens qui ont vraiment une approche. J'achète ma crypto et je ne la regarde pas avant plusieurs mois, plusieurs années. Et donc, quitte à la garder, autant qu'elle me rapporte un petit peu d'argent, elle rapporte dans la même devise dans laquelle est placé les fonds. Voilà, donc ça, c'est toute notre offre de staking. Et après, dans la partie investissement, chez CoinHouse, on peut être soit complètement autonome sur la plateforme. Donc là, pour le coup, il faut aller se renseigner, écouter qui on trouve et qui va nous raconter plein de choses. Ou alors, on peut se faire accompagner par les équipes de CoinHouse. Donc ça, on a des offres spécifiques pour les gens qui souhaitent un accompagnement plus ou moins important. On a plusieurs types d'offres. On a une offre investisseur et une offre banque privée. En fonction du degré d'accompagnement qu'on souhaite, on a quelqu'un qui va vous suivre et qui va vous donner des conseils d'investissement. Il peut également, notamment dans la partie banque privée, vous adresser à quelqu'un qui va pouvoir vous donner des conseils fiscaux. Pas CoinHouse, mais c'est un partenaire de CoinHouse qui va pouvoir donner des conseils fiscaux, notamment au moment des déclarations de revenus. Voilà. Donc, on a divers degrés d'accompagnement en fonction de est-ce que les gens ont envie, se sentent autonomes ou pas, n'ont pas envie d'être embêtés. Il y a des gens qui veulent juste être complètement autonomes, donc on ne les appelle pas. Il n'y a pas aucun problème. Mais il y a aussi des gens qui sont un petit peu perdus, qui ont peut-être des montants un peu plus conséquents et qui, vu les montants, n'ont pas forcément envie d'être seuls livrés face à eux-mêmes et qui ont envie d'avoir un accompagnement là-dessus.
Et concrètement, quel est le modèle de rémunération là-dessus? Par exemple, si j'investis librement et si je veux passer par la banque privée, etc., vous prenez un pourcentage sur les frais Alors, sur la partie investissement libre, bah, vous payez juste des frais de transaction. Donc là, ça dépend des montants Ok. qui sont faits et de la manière dont on fait le paiement. Donc, Ils sont dégressifs, du coup. Alors, c'est dégressif. Et puis après, en fonction du canal d'achat, c'est pas tout à fait les mêmes prix. Ensuite, côté banque privée, là, vous avez un abonnement qui doit être de l'ordre de, je ne vais pas dire de bêtises, genre de Ça évolue, ok. ça évolue un peu, puis pour le coup, je ne les ai pas vraiment en tête, mais voilà, on doit être de l'ordre de 600 € par an, Ok. mais je ne suis pas encore complètement sûr du montant. Où là, globalement, vous avez un conseiller qui va s'occuper de vous. Ok. Et là, pour le coup, vous l'avez au téléphone et régulièrement, il vous appelle, il vous pose des idées, il vous aide sur un tas de questions que vous pouvez avoir. Ça, c'est le profil un peu plus avancé. Ça, c'est le profil, on va dire, de quelqu'un qui a un montant non négligeable sous gestion Ouais. et qui a besoin d'un accompagnement personnalisé. On a une offre investisseur où là, ça doit être pour moins de 10 € par mois. On va vous donner tout un tas d'avantages, notamment des coûts de transaction réduits que vous avez évidemment côté banque privée, mais également sur du staking, un petit boost sur le rendement. Et puis, on va également vous pousser des idées de trade. Ok. Mais ça, pour le coup, on ne vous appelle pas, on vous les met à disposition, charge à vous d'aller les regarder et de les mettre en application. Ça, c'est pour des gens qui ont envie d'être un petit peu autonomes, pas complètement pris par la main, mais avec quand même quelques points de repère, quelques jalons. Donc, il y a un petit avantage financier, puis il y a aussi, quelque part, on vous donne quelques conseils ici et là. Donc, Charge à vous de les lire, de les assimiler par vous-même et de les mettre en œuvre. les idées de trade, c'est par exemple, ça peut être intéressant, un point d'entrée sur telle crypto actuellement. Exactement, avec Ok. un point d'entrée, un point de take profit, un point de stop loss. Ok. Voilà. Ça vous donne des idées qui sont réactualisées régulièrement par nos équipes. Et puis après, il y a celui qui veut être complètement autonome. Donc lui, il ne paye pas d'abonnement. Il va juste payer ses frais de transaction en fonction de ce qu'il fait comme opération. Ça, c'est sur la partie, on va dire, brokerage. Mhm. Sur la partie produits d'investissement, sur le staking, en fait, on offre un taux de rendement de reward. Donc là, pour le coup, on affiche. Il n'y a pas de coût particulier. On affiche le taux de rendement qu'on va servir alors le taux de reward, pour être plus précis, on va servir auprès du client. Et enfin, sur la partie gestion pilotée, qui sont les produits d'investissement d'allocation, là, on a des frais d'entrée à 2%, on a des frais de gestion à 2% et des frais de surperformance au-dessus d'un benchmark, Ok. de la gestion pilotée dans lequel on se trouve. Là, on est plutôt dans un modèle de gestion asset management un peu traditionnel. Ok. Très clair. Voilà. Je mettrai le lien de CoinHouse en description pour ceux qui veulent aller voir un peu plus en profondeur. Pour terminer, est-ce que là, s'il y a une personne qui nous écoute, qui n'investit pas encore en crypto, qui se dit que c'est hyper intéressant cet univers et qui aimerait vraiment s'y lancer, s'y intéresser, tu aurais un conseil pour cette personne? Le premier conseil que je me suis appliqué à moi-même quand je me suis mis au marché financier, donc pas juste à la crypto, mais au marché financier, c'est de lire. Ça coûte pas très cher. On apprend des choses. Ça ouvre un peu les esprits. Et ensuite seulement, pourquoi pas commencer à mettre un petit peu d'argent quand on a suffisamment lu. Mais je dirais que pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, il ne faut pas commencer par mettre de l'argent, il faut commencer par lire. On investit en soi-même. Une fois qu'on a investi un minimum dans soi-même, alors on peut aller écouter des podcasts, regarder des vidéos comme celle-ci. Je dirais, il y a plein de sources de savoir qui sont gratuites. Il faut surtout pas se priver de ça. Et il faut commencer par ça pendant quelques semaines, quelques mois. Ok. Après, on commence à y voir un petit peu plus clair. Ensuite, il faudra trouver l'acteur avec lequel on a envie de travailler ou les acteurs avec lesquels on a envie de travailler. Là, c'est pareil, il y a encore plein de vidéos qui existent. Il faut se renseigner un peu. Comme je disais tout à l'heure, il faut être sur quelqu'un qui a un agrément ou un enregistrement auprès de l'AMF. Et là, il y a un site qui permet de vérifier les acteurs avec lesquels on va travailler. Et ensuite, on peut commencer à investir. Voilà. C'est un peu Ça ne sert à rien de se précipiter. Voilà. Il faut apprécier le voyage et pas se dire on met tout de suite de l'argent en espérant que ça gagne. Ça c'est évidemment, tout le monde a envie de ça, mais c'est louper une partie du voyage. Bah, ça fait tout à fait sens et ça fait sens avec ce que je dis tout le temps sur cette chaîne, c'est n'investissez que dans ce que vous comprenez avant d'y aller parce que sinon, si on n'investit pas dans quelque chose qu'on comprend, on ne dort pas bien la nuit et on prend des risques inconsidérés. Oui, et puis dernier truc, effectivement, c'est de ne mettre que de l'argent qu'on peut perdre, qu'on peut se permettre de perdre, même si c'est jamais agréable, et donc ne jamais trader au-dessus de ses moyens.
Eh ben, écoute, un grand merci à toi, c'était hyper intéressant. Je pense qu'on a apporté beaucoup de valeur. Juste pour terminer, tu as mentionné des livres. Est-ce que tu as quelques exemples de livres? Comme ça, je peux au moins. Ah, non, pas en crypto. Moi, j'ai plutôt Marché financier, des du coup. livres en marché financier qui m'ont un peu marqué, Ok. notamment les Market Wizards. Alors, il y a beaucoup de livres en anglais pour le coup. Hmm. C'est vraiment des livres qui, en fait, relatent des expériences de traders. Ok. Et donc, ça permet de gagner un peu d'expérience En au lisant, travers ouais, de la justement. lecture. Donc, des gens qui racontent leur guerre. Alors, on ne comprend pas forcément toujours tout, ou en tout cas, on ne saisit pas forcément les subtilités. Hmm. Mais ça permet quand même d'être alerté sur la notion de risque, le fait de traiter trop par rapport à ses positions. Voilà, ça familiarise quand même beaucoup avec le milieu de l'investissement. Ok, très clair. Bah, merci beaucoup à toi pour aujourd'hui, c'était hyper intéressant. Et merci à tous ceux qui nous écoutaient, nous regardent. Je vous mettrai du coup en description le lien de CoinHouse si vous voulez aller voir la plateforme plus en profondeur. Et je vous mettrai également un guide gratuit qui a été fait également par CoinHouse qui permet de pouvoir commencer justement à se former étape par étape avant de pouvoir passer à l'étape investissement. Prenez bien soin de vous, à très vite, bye. Merci, à bientôt.